Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous connecter à ce dernier webinaire de la série organisée par mes associés Stéphane Leriche et Géraldine Arban afin de vous aider dans vos négociations contractuelles consécutives à la crise sanitaire que nous traversons. Je vous en remercie. Alors, je suis ravie de clôturer aujourd'hui ce cycle sur une note positive qui est celle de la résolution amiable et non contentieuse des litiges. Mon nom est Jazia Tiurtit, je suis associée au sein du département résolution du litige du bureau de Paris de Bird Bird. Ma pratique couvre un large champ de contentieux commerciaux, notamment dans le secteur numérique. Et à ce titre, je suis formée et je pratique les modes amiables de résolution des litiges depuis le début de ma carrière. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir pour ce webinaire la déléguée générale du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, Sophie Henry, donc le CMAP, qui est l'Institut de référence pour la médiation des litiges commerciaux. Sophie nous parlera bien entendu de la médiation et de l'activité du CMAP en la matière. J'ai également l'honneur d'accueillir Éric Parise, expert judiciaire par la Cour d'appel de Versailles et membre de la Compagnie nationale des experts judiciaires spécialisés dans les systèmes numériques, donc la CNIGITA. Éric nous parlera de l'expertise conciliation, un nouveau mécanisme de règlement amiable des litiges proposé par la CNIGITA, destiné à aider les parties confrontées à un échec de projet IT. Sophie, Éric et moi-même serons ravis de répondre à vos questions à l'issue du webinaire et vous pouvez utiliser la fenêtre de chat qui est accessible via WebEx. Alors, l'horloge tourne et je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif du sujet en vous ramenant dans le passé, désolé. Il y a de cela presque 3 mois, au début de la crise sanitaire. Alors, lorsque le dimanche 15 mars, la chancellerie a annoncé la fermeture dès le lendemain et jusqu'à nouvel ordre de toutes les juridictions en France, ainsi que le report de toutes les audiences, à l'exception de celles relatives aux contentieux essentiels, je crois pouvoir dire que nous avons été frappés par la sidération. Et dans le même temps, il nous est apparu évident que durant cette période de crise sanitaire et économique, les modes amiables de règlement des litiges devraient devenir la règle et le recours au juge l'alternative, pour reprendre la formule de la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens. En effet, ce que nous a notamment montré cette crise, c'est que la justice du XXIe siècle n'était pas suffisamment préparée. Sur le plan organisationnel, d'abord, le plan de continuité diffusé le 15 mars dernier consistait essentiellement, pour les juridictions civiles et commerciales, à rappeler la possibilité de recours à la visioconférence pour les audiences, mais sans la généraliser, la décision d'y recourir appartenant au président de la formation de jugement. Or, le télétravail des greffiers des juridictions civiles n'étant pas organisé, la tenue des audiences, pour ces juridictions-là en tout cas, était matériellement impossible. En effet, sur le plan matériel, il n'y avait que peu, voire pas d'ordinateur portable pour les juges et les greffiers, ni d'accès à distance possible aux logiciels métiers, qui sont pourtant indispensables à la gestion des dossiers. Et dans les faits, les magistrats ont télétravaillé durant cette période, mais pas les greffiers. Or, seuls les greffiers ont accès au RPVA. Cela aura bien entendu un impact sur la charge de travail des tribunaux, étant précisé que déjà avant le confinement, certaines juridictions fixaient les plaidoiries en 2021, ce qui est problématique lorsque l'on a droit à faire valoir sans que pour autant une urgence particulière se présente, mais pour autant il est important de pouvoir avoir une décision dans des délais raisonnables. Alors, pour autant, durant le confinement, non seulement les tribunaux ont dû gérer les contentieux essentiels indépendants de la crise sanitaire, mais également et surtout les litiges nés de la propagation du virus Covid-19 et des mesures administratives prises pour la freiner. On pense notamment à 2 contentieux soumis au tribunal de commerce de Paris, l'un concernant AXA et un restaurateur concernant la couverture des pertes d'exploitation par la police d'assurance conclue, l'autre concernant la clause de force majeure dans les contrats conclus entre EDF et Direct Total Énergie dans le cadre de l'accès régulier à l'électricité nucléaire. Alors, ces contentieux très médiatisés font partie des 44 référés cabinets qui ont été traités durant le confinement par le tribunal de commerce de Paris, selon les chiffres qui ont été donnés par le président Netter de la table ronde qui s'est tenue le 5 juin dernier en présence de la ministre de la Justice, ce qui est peu,
rapporté aux 4331 référés traités par ces juridictions en 2019. Surtout, la capacité du tribunal de commerce de Paris à traiter ces contentieux ne doit pas nous faire oublier que dans la majeure partie des juridictions françaises, l'activité était totalement à l'arrêt. Alors, dans ce contexte, quelle reprise des juridictions est possible post-confinement? Alors, pour connaître les conditions de la reprise post-confinement, il faut se référer à l'ordonnance du 20 mai 2020 qui modifie l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions judiciaires non pénales afin de tenir compte tant de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire que de la nécessité de favoriser la reprise de l'activité juridictionnelle. Ce que l'on constate, c'est que cette ordonnance, qui est applicable à la présente période de déconfinement, consacre le fonctionnement en mode dégradé de la justice, qui était la règle durant le confinement. En effet, selon l'ordonnance du 20 mai, le juge des référés peut toujours écarter la demande avant l'audience. La possibilité pour la juridiction de statuer à juge unique en première instance et en appel est également maintenue. Et la procédure sans audience, enfin, qui peut être décidée à tout moment de la procédure pour les affaires dans lesquelles la mise en délibéré est prévue pour intervenir durant la période juridiquement protégée, soit jusqu'au 10 août 2020. Dans les faits, la reprise n'est effective que depuis le 2 juin dernier, puisque du 11 mai au 2 juin, les juridictions ont fait le point des dossiers et traité l'activité judiciaire prioritaire. Surtout, on ne sait pas comment vont fonctionner les juridictions, puisque chacune a adopté son propre protocole et ses règles de fonctionnement post-confinement. Ainsi, si les référés classiques ont repris au tribunal de commerce de Paris, on vient d'apprendre qu'ils sont en réalité tous renvoyés au mois de septembre et que donc pour avoir une audience des référés qui se tient avant les vacations judiciaires, il faut en réalité aller demander un référé d'heure. D'ailleurs, il faut préciser également que selon la circulaire du 5 mai, les vacations judiciaires sont maintenues, les juridictions ayant simplement la possibilité de les faire commencer au plus tard au 17 juillet 2020. Dans ce contexte, il y a un événement qui nous semble véritablement préjudiciable pour la qualité de la justice, c'est la disparition des audiences. Comme je vous le disais, donc l'ordonnance du 20 mai a pérennisé donc pour cette période post-confinement la possibilité donc pour le juge de recourir à la procédure sans audience et ce sans l'accord préalable des parties. Or, ce que l'on constate, c'est que certes les parties peuvent indiquer dans un délai de 15 jours qu'elles veulent bénéficier d'une audience, mais dans les faits, elles en souffriront puisque l'affaire sera fixée pour plaidoirie à une date assez lointaine. Également, ce que l'on sait, c'est qu'il faudra au minimum 1 an avant que les juridictions parviennent à traiter donc le backlog, le stock de dossiers qui résulte tant de la période de confinement que des événements précédents, c'est-à-dire la grève des transports d'abord et la grève des avocats ensuite. Dans ce contexte, les modes amiables de règlement des litiges apparaissent comme une voie de sortie de crise tout à fait appropriée. Durant le confinement et dans le contexte de la fermeture des juridictions, nous avons été nombreux à rappeler que le recours aux modes alternatifs de règlement des différends restait possible et devait donc être privilégié pour la résolution des litiges. Je fais bien entendu référence à la tribune que nous avons publiée avec Marion Barbier et Sophie Henry dans Le Monde du droit, ainsi qu'à l'appel à la création d'un ministère exceptionnel de la médiation lancé par Éric Guérin, président de la Compagnie des médiateurs de justice, mais aussi et surtout à l'interview du premier président de la Cour d'appel de Paris, Jean-Michel Ayat, dans laquelle ce dernier indique, je cite, « Je me permets pour la Cour d'appel d'insister sur ce point, je veillerai à relancer la médiation. Pourquoi ? Parce que, je l'ai évoqué à l'audience solennelle de la Cour d'appel en janvier dernier, 33% des jugements civils font l'objet d'appel. Or, lorsqu'on regarde les arrêts rendus par la Cour, on dénombre à peu près 75 à 80% de confirmation, y compris des décisions du Conseil de prud'homme et du tribunal de commerce. C'est donc dire que les décisions rendues par les juges du premier degré sont, dans l'écrasante majorité, confirmées.
Pour ma part, je crois que lorsque le premier président de la Cour d'appel de Paris, qui est la juridiction exclusivement compétente pour l'appel d'un certain nombre de jugements, dont ceux rendus en matière de rupture brutale de relations commerciales établies, un contentieux qui va sans doute exploser dans les mois à venir, je crois qu'il faut entendre cet appel. Au-delà de ces statistiques incontestables et de ce que l'accès à un juge est de plus en plus difficile par l'effet conjugué des réformes récentes de nos procédures civiles, il existe d'excellentes raisons de se tourner vers la médiation et la conciliation, ainsi que la procédure participative pour régler vos litiges. En effet, on l'oublie souvent, mais la médiation, la conciliation, la procédure participative concerne tout type de litige, des petits, des moyens, des grands. Ils peuvent également intervenir en matière prud'homale. En matière de consommation, c'est un peu plus limité, mais il y a une incitation également à recourir à la médiation de la consommation tant que la clause n'est pas imposée par les parties. Alors, c'est un processus qui est volontaire, bien entendu, c'est-à-dire que les parties se saisissent de leur litige et redeviennent maîtres de son avenir. Les modes amiables de règlement ont également présentent les avantages d'une grande souplesse et adaptabilité, ce qui est un point très important durant la présente période où, encore une fois, l'accès au juge est rendu difficile, et alors que dans le même temps, les réunions peuvent se tenir à distance. Un avantage très important également est celui d'éviter l'aléa judiciaire. Certains dossiers sont très bons sur le papier. Malheureusement, les décisions qui sont rendues ne sont pas forcément satisfaisantes ni pour la partie demanderesse, ni pour la partie défenderesse. Et il est évident que dans ce contexte, la définition de la solution du litige par soi-même est préférable. Bien entendu, cela me permet également une maîtrise des délais et des coûts, et enfin, surtout un désengorgement des juridictions, de sorte que les juges peuvent se concentrer sur des contentieux qui nécessitent véritablement leur intervention. Alors, au-delà de ces avantages, il y a également des hypothèses où le recours aux modes amiables de règlement des litiges est obligatoire, que ce soit par la volonté des parties ou la volonté des pouvoirs publics. Alors bien entendu, par la volonté des parties lorsqu'elles ont inséré une clause de règlement amiable qui précise les modalités de mise en œuvre de cette solution dans leur contrat. Donc on pense aux clauses d'escalade, de médiation, de conciliation préalable obligatoire, et peut-être bientôt aussi à des clauses prévoyant la mise en œuvre de la procédure participative. Nous en parlerons à la fin de cette session. Et aujourd'hui, sur les hypothèses de médiation et conciliation obligatoire, elles sont encore réduites. Donc, on pense notamment à la demande d'un paiement qui n'excède pas 5 000 € ou au conflit de voisinage au sens large. Ce sont les dernières évolutions apportées par la réforme de la procédure civile opérée par les décrets de décembre 2019. Une dernière hypothèse également à laquelle je pense, celle de l'incitation très forte par le juge à la médiation ou à la conciliation, notamment en faisant usage de la possibilité qui lui est offerte depuis la loi de mars 2019 d'inviter les parties à rencontrer un médiateur. Lorsqu'un juge vous demande de rencontrer un médiateur, il est bien évident qu'il est préférable de le faire. Alors, au plan légal, on va passer rapidement. Je voulais simplement vous montrer que nous avons aujourd'hui un droit des modes amiables de règlement des litiges assez complet, et donc qui a débuté en 1978, donc par ce décret qui a créé le statut des conciliateurs de justice, qui sont présents donc dans certaines juridictions pour aider les parties à trouver un accord. On pense également à la loi du 22 décembre 2010, donc, qui a donné naissance à la procédure participative, qui trouve aujourd'hui un nouvel essor grâce aux dispositions des plus récentes de 2016, 2019 et de 2019. En particulier, donc, les dispositions récentes donc, de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022, ainsi que les décrets
du 11 décembre 2019 qui réforme la procédure civile, donc comporte un certain nombre d'incitations à recourir aux modes amiables de règlement des litiges. Aujourd'hui, ce vers quoi on tend en matière de procédure civile, c'est véritablement une mise en état dématérialisée, voire externalisée et remise aux parties. Et dans ce cadre-là, tous les moyens sont bons donc pour que les parties se ressaisissent de leur litige et le règlent par les modes qui sont offerts par les dispositions du Code de procédure civile et par le Code civil. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet en évoquant donc le processus de médiation. Alors, c'est un processus amiable, volontaire et confidentiel de résolution des différends. Il faut savoir que sa définition dans le Code de procédure civile n'est pas distincte de celle de la conciliation. Ils sont envisagés tous les deux dans la même disposition, mais dans les faits, ce que l'on constate, c'est que la médiation laisse davantage de place aux parties pour imaginer la solution à leur litige. Elle permet davantage de créativité. Et alors que dans la conciliation, on attend du conciliateur davantage qu'il suggère une solution aux parties. Alors dans la médiation, donc le médiateur est un catalyseur dont la mission est de faciliter et permettre les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leurs différends. Bien entendu, et tout comme le conciliateur, il n'a pas vocation à trancher un litige. L'idée, c'est que les parties donc, trouvent la solution à leurs différends elles-mêmes et non par le biais d'un tiers qui leur dicterait la conduite à tenir dans une telle situation. Maintenant, pour les avantages de la médiation, je vais céder la parole donc à Sophie Henry, déléguée générale du CMAP. Sophie, je ne vous entends pas. Je crois que vous êtes encore en mute. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Merci, Sophie. Bonjour, merci Jazia. Merci à tous pour me permettre de participer à ce séminaire. Je crois qu'il y avait eu des soucis de connexion. Est-ce que c'est résolu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient se connecter? Est-ce que la connexion est faite maintenant? Alors, de mon côté, je n'ai pas eu de retour de difficulté de connexion. Ok, ça a l'air d'être résolu. Alors, les avantages de la médiation, bien, ils sont nombreux, comme vous pouvez le voir. Le premier des avantages, c'est que ça ne porte pas atteinte aux droits des justiciables, puisque ça entraîne une suspension des délais de prescription, c'est l'article 2238 du Code civil. Et cet avantage est intéressant, puisque qu'on soit dans le cadre, quand on est dans le cadre d'une médiation conventionnelle, on ne perd pas ses droits à agir. L'autre avantage majeur de la médiation, c'est la confidentialité. Tout ce qui est dit, déclaré, proposé en médiation est confidentiel. Et que l'on soit dans le cadre d'une médiation conventionnelle ou d'une médiation judiciaire, Jazia y reviendra, les propos resteront confidentiels. Et notamment dans le cadre d'une procédure judiciaire, tout ce qui a été dit en médiation ne pourra être révélé aux magistrats. Et ça, c'est très important pour la réussite du process. Un autre avantage, c'est la préservation des relations commerciales, parce que en trouvant une solution qui va être co-construite par les parties, eh bien, les entreprises vont pouvoir continuer à travailler ensemble, alors qu'on le sait bien, dans le cadre d'une procédure judiciaire, eh bien, les relations sont définitivement rompues. C'est particulièrement important quand les entreprises ont par exemple un fournisseur privilégié qui est indispensable dans une chaîne de production. S'il y a un conflit à un moment donné avec lui, rompre la relation commerciale peut mettre totalement en péril une entreprise. Donc, pérenniser la relation, c'est vraiment fondamental et la médiation, il le permet. La maîtrise du différend, là aussi, c'est très important parce que, comme vous l'a dit Jazia, le médiateur n'est pas un juge, n'est pas un arbitre, il n'est même pas un expert, il est là pour accompagner les parties vers une solution et ce sont les parties qui vont trouver leur solution. Donc, elles sont maîtres du résultat, elles sont libres de venir en médiation, elles sont libres d'en partir aussi. Donc, c'est un processus qui est totalement bénéfique à tous les points de vue. Un autre intérêt, c'est la créativité dans la solution. Comme je vous l'ai dit, ce sont les parties qui vont trouver leur solution. Le droit n'est jamais loin en médiation, mais on peut s'en affranchir et on peut trouver des solutions qui ne soient pas purement juridiques, mais qui soient dans l'intérêt de toutes les parties.
C'est une solution durable, c'est vrai, cette statistique est vraie, on l'a testé au CMAP. 99% des protocoles sont exécutés spontanément. Pourquoi? Parce que quand on a construit une solution pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la solution qui est trouvée, c'est notre solution, et donc on aura la volonté de l'exécuter, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une décision judiciaire, puisque ça va convenir à une partie, mais bien évidemment pas à l'autre. Donc c'est une solution durable, c'est une solution pérenne. Alors, les deux autres avantages qui sont le gain de temps et le coût maîtrisé, je vous propose de les évoquer un tout petit peu plus tard parce que je vais vous soumettre des statistiques sur le temps et le coût de la médiation. Donc, on va passer à la slide suivante. Et je vais repasser à la Jazia. Merci Sophie. Donc la médiation judiciaire, donc c'est l'hypothèse dans laquelle c'est le juge qui donc ordonne cette médiation avec l'accord préalable des parties, puisque comme on l'a rappelé, la médiation, tout comme la conciliation, est toujours un processus volontaire. On ne peut pas forcer les parties à aller en médiation. En revanche, on peut les y inciter fortement. Et en particulier lorsque, au tribunal de commerce, c'est une pratique habituelle, le juge, lors de l'audience de plaidoirie, vous dit « mais vous voulez pas aller en médiation ou en conciliation ?» La réponse, bien entendu, qui doit être apportée à cette question est « oui, bien entendu, monsieur le président, nous sommes toujours disposés à aller régler amiablement ce litige, même si vous pensez que le litige ne peut trouver une issue amiable. » Parce qu'en réalité, et pour l'avoir constaté à de nombreuses reprises, la médiation est un espace de discussion formidable où l'on arrive bien souvent à mêler les chevaux et à comprendre le problème réel au centre du dossier qui, parfois, n'est pas un problème juridique. Alors donc, pour reprendre mon propos sur la médiation judiciaire, donc elle est organisée par les articles 131 et suivants du Code de procédure civile, donc soit à la demande des parties durant le procès. C'est une possibilité. Vous pouvez tout à fait soumettre votre demande de médiation au juge durant le procès. Elle peut être proposée à n'importe quel stade de l'instance, en première instance, en appel, et également par n'importe quel juge, donc le juge de la mise en état, le juge de référé, le juge du fond. On a également beaucoup de médiations qui sont ordonnées au stade de l'appel. Je crois que la Cour d'appel de Versailles la pratique beaucoup, notamment en matière prud'homale, de ce que m'ont dit mes collègues du département droit du travail. Donc, il faut s'attendre également dans ces procédures-là à envisager la médiation et à l'intégrer dans votre stratégie contentieuse. Alors, le juge peut désigner une personne physique ou morale. S'il désigne une personne physique, il faut s'assurer de mettre en place une convention pour la médiation, donc pour l'organiser. S'il désigne une personne morale, en général, donc le centre de médiation a un règlement et il faudra bien entendu l'accepter lors de la mise en œuvre de la médiation. Le règlement du CMAP, d'ailleurs, est disponible en ligne si vous souhaitez avoir plus de détails concrets sur les conditions. Il faut savoir que le juge n'est pas dessaisi par le recours à la médiation. Il peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. On peut penser par exemple à des mesures d'instruction ou à des mesures comme une provision, même si c'est vrai que dans le cadre amiable, on a un peu plus de mal à envisager que les parties poursuivent des discussions amiables tout en menant de front des procédures de ce type qui sont par nature urgentes. Mais c'est tout à fait envisageable. La durée de la médiation ne peut dépasser 3 mois et elle est renouvelable une fois à la demande du médiateur. Ceci pour éviter les tentatives d'une partie de faire, par exemple, du dilatoire inutilement en demandant la poursuite de la médiation alors qu'elle n'a en réalité aucune volonté de poursuivre les discussions sérieusement. Et enfin, il faut savoir que l'accord de médiation, qui n'est pas forcément un protocole d'accord transactionnel avec renonciation à toute action, donc le juge peut homologuer l'accord de médiation afin de lui conférer force exécutoire. Sur la médiation conventionnelle, Sophie? Alors, la médiation conventionnelle, elle peut être mise en œuvre soit spontanément par les parties au moment de la naissance du litige, il n'y a pas besoin de clause pour mettre en place une médiation,
Et à ce moment-là, une partie peut saisir le médiateur, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, et on proposera la médiation à l'autre partie. Ou alors, et ça arrive de plus en plus souvent, même s'il n'y a pas de clause de médiation, les avocats vont saisir conjointement le centre pour mettre en place une médiation. Donc, ils se seront entendus préalablement sur la stratégie et vont saisir conjointement le centre. Et puis, il y a l'autre option, qui est l'exécution d'une clause de médiation qui est insérée dans un contrat. Soit, là aussi, une partie demande l'exécution de la clause de médiation et à ce moment-là, il pourra saisir seul le centre et on proposera la mise en place de la médiation à l'autre partie en exécution de la clause. Soit les parties vont saisir là conjointement le centre aussi en application de la clause. Dans tous les cas, s'il y a une clause de médiation, on invitera les parties à venir à la médiation puisque ce sera la mise en place de la clause. Il n'y a pas à demander l'autorisation pour mettre en place la médiation. Et dans la plupart des cas, quand on invite les parties à venir en médiation sur l'exécution d'une clause, les parties se présentent à la réunion de médiation. L'accord des parties, je l'ai dit tout à l'heure, suspend les délais de prescription. Ça, c'est très important. Dans le cadre d'une médiation institutionnelle, donc en passant par un centre de médiation, l'avantage, c'est que nous allons formaliser l'accord des parties pour aller en médiation en écrivant à toutes les parties que la médiation va démarrer. Donc, ça fait partir le délai de prescription et à la fin de la médiation, de la même manière, on va écrire aux parties pour leur dire soit les parties ont trouvé un accord et on clôt la médiation, soit les parties n'ont pas trouvé un accord et il leur reviendra soit d'aller au contentieux judiciaire, soit d'essayer de trouver une solution amiable après la médiation. Ça arrive aussi quelquefois que les parties n'aient pas trouvé d'accord en médiation, on a respecté les délais, mais que ça a relancé la discussion entre les parties et permis de trouver une solution amiable après. Mais là aussi, que ce soit le démarrage de la médiation ou la clôture de la médiation, il y a un écrit dont les conseils pourront se servir s'ils vont au contentieux pour justifier à la fois de la durée des délais, de la suspension des délais de prescription et de l'existence de la médiation. Les voies de recours restent donc ouvertes en cas d'échec de la médiation et l'homologation de l'accord est possible aussi pour une médiation conventionnelle. En pratique, au CMAP, on s'est rendu compte qu'il était très rare que les parties à une médiation conventionnelle demandent l'homologation de l'accord. Je pense que cela est dû à la volonté de garder confidentiel l'accord. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, les parties exécutent spontanément l'accord de médiation, donc il n'y a pas besoin d'homologation pour lui conférer la force exécutoire. Merci Sophie. Alors, sur le déroulement de la médiation, comme on vous l'a expliqué, la médiation est tout à la fois un processus très souple, où les parties ont une grande liberté, mais c'est un processus qui est structuré en plusieurs étapes. Les médiateurs doivent être formés aux techniques de la médiation et au respect de ces différentes étapes. Les profils des médiateurs que nous avons, donc nous sommes dédiés à la résolution des conflits des entreprises. Donc, ce sont des avocats, des dirigeants d'entreprise, des consultants essentiellement, et ensuite chacun dans leur spécialité peuvent devenir médiateurs. Donc, on a un panel de médiateurs très varié, avec des profils très variés, mais toutes ces personnes donc, ont été formées au respect du déroulement de la médiation en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'organisation de la médiation. Comme vous l'a dit Jazia tout à l'heure, soit on passe par un centre de médiation comme le CMAP qui ont des règlements de médiation, et dans ces cas-là, les parties qui choisissent de conduire la médiation sous l'égide d'un centre de facto adhéreront au règlement de médiation, ce qui sera beaucoup plus facile pour l'organisation de la médiation puisqu'il suffira de se référer au règlement qui va définir les modes de désignation du médiateur, la durée de la médiation, le lieu de la médiation, donc si c'est dans un centre de médiation, il y a des salles qui sont mises à disposition, les barèmes, là aussi c'est important, quelle sera la rémunération du médiateur, comment elle sera fixée. Et puis, ce règlement rappelle toutes les règles déontologiques et éthiques du médiateur, mais aussi toutes les règles qui figurent dans les différentes lois. Et Jazia l'a montré tout à l'heure, maintenant il y en a quand même pas mal, notamment sur les questions de confidentialité, de suspension des délais de prescription, d'impartialité et d'indépendance du médiateur. Voilà, toutes ces règles-là sont rappelées dans le cadre du règlement. Et il reviendra au médiateur dans cette phase 1 de rappeler toutes ces règles aux parties et de s'assurer qu'elles sont bien comprises par l'ensemble des parties. Une fois que le cadre est défini, on va passer à la phase 2 et la phase 3 qui ont été réunies sur cette phase 2, qui est à la fois la phase de l'analyse, c'est répondre à la question « quoi ?».
Dans cette phase-là, le médiateur va demander aux parties de leur présenter leur vision du conflit. Et je pense que vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez un jour ou l'autre été en conflit et on a une situation qui est la même, une réalité qui est la même pour tout le monde, mais qui est ressentie différemment par chacun. Donc le conflit naît d'une perception différente de la réalité. Donc, ce que va faire le médiateur dans cette étape, c'est qu'il va demander à chacun de donner sa version des faits, qui est par définition subjective, mais ce qui est important, c'est que chacun entende la version de l'autre dans un univers un peu neutre, avec la présence du médiateur qui va apaiser les débats. Donc chacun va présenter sa vision des faits. Le médiateur va travailler sur ce qui s'appelle la reformulation pour s'assurer que tout le monde a bien compris la position de l'autre et pour s'assurer que lui aussi a bien compris. Une fois que chacun a donné sa vision des faits, sa position, le médiateur va travailler sur les besoins, c'est-à-dire sur le pourquoi. Je vais vous donner un exemple, une partie qui va réclamer, je ne sais pas, 300 000 euros pour l'exécution d'un contrat qui a mal été déroulé, dont la phase a mal été exécutée, et il va demander des dommages et intérêts, donc il arrivera avec une position en disant « je veux, par exemple, 500 000 euros ». Mais si le médiateur travaille un peu plus, il va lui dire votre position, c'est une demande de 500 000 euros, mais votre volonté, votre besoin, c'est quoi? C'est de continuer à travailler avec cet interlocuteur, avec ce sous-traitant avec qui vous travaillez depuis plusieurs années, ou c'est d'obtenir cette somme d'argent. Donc là, on va rechercher les besoins des parties et on va savoir si l'objectif, c'est de rompre la relation dans de bonnes conditions ou si c'est chercher des options de solutions en continuant la relation commerciale, par exemple. Ça, c'est la phase du pourquoi, c'est une phase très importante. Et durant cette phase, les parties peuvent être soit en réunion plénière, c'est-à-dire tous ensemble, soit en réunion séparée, ce qu'on appelle des apartés. Et dans le cadre de ces apartés, le médiateur pourra entendre les parties séparément. Et tout ce qui sera dit pendant ces apartés sera confidentiel. Et là, c'est un point très important de la médiation qui heurte beaucoup notre formation de juriste, puisque en médiation, il n'y a pas de contradictoire. Donc, il faut vraiment là aussi que dans la phase 1, le médiateur rappelle cette règle. Il n'y a pas de contradictoire en médiation, donc ça peut choquer les parties, mais ça s'équilibre par le fait que le médiateur n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire qu'il est juste là pour accompagner les parties. Ensuite, nous passons à la phase 3, qui est la phase active de médiation dans laquelle on va travailler sur la recherche de solutions. Si on arrive à une solution, comment on va arriver à cette solution? Donc, c'est une phase très créative où le droit, encore une fois, sera présent, mais on pourra s'affranchir des règles de droit pour essayer de trouver une solution qui convienne à tous. Et puis, la dernière phase, qui est une phase fondamentale pour les conseils, puisque c'est la phase de finalisation de l'accord, si on arrive à un accord. Ce n'est pas le médiateur qui va rédiger l'accord de médiation, ce sont les conseils et avec leurs clients. Le médiateur est juste là pour s'assurer qu'on arrive à la finalisation de l'accord. C'est une étape très importante parce que quand on arrive à trouver un accord, il faut ensuite le formaliser et le médiateur devra s'assurer jusqu'à la fin qu'il y ait bien un accord qui a pu être rédigé, donc il pourra maîtriser le calendrier de finalisation de l'accord. Et puis, s'il n'y a pas d'accord, eh bien, il mettra fin à la médiation et renverra les parties vers d'autres voies d'action. Merci, Sophie. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur la… Vous m'entendez? Parfaitement. Ok. Je vais vous donner quelques chiffres sur les statistiques du CMAP. Donc là, on vous donne les statistiques de 2018. Celles de 2019 vont sortir là d'une semaine à l'autre. Donc, on travaille sur des médiations pour les entreprises et puis on fait de la médiation de la consommation. C'est aujourd'hui une obligation légale pour toutes les entreprises d'offrir aux consommateurs la possibilité de recourir à la médiation. Donc là, les statistiques on va passer à la slide suivante. Les statistiques que je vais évoquer avec vous concernent les médiations des entreprises. Donc, vous voyez, cette stat est intéressante parce que dans la majorité des cas, 62% des cas, ce sont des médiations conventionnelles. Cela signifie que les entreprises, accompagnées de leurs conseils, privilégient eux-mêmes et spontanément une solution amiable et n'attendent pas du juge qu'elle leur soit imposée ou proposée. Donc, c'est intéressant de voir que c'est un outil qui est maîtrisé par les entreprises. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la durée moyenne d'une médiation, c'est une quinzaine d'heures qui peut s'étendre sur 1 ou 2 journées, quand les parties, quelquefois, vont traiter
le dossier de manière très concentrée parce qu'ils viennent de loin, parce que c'est urgent, etc. Mais ça peut aussi, cette durée moyenne peut s'étendre sur 1 à 2 mois, voire un peu plus s'il y a, on attend une expertise, ou il y a des éléments nécessaires à la finalisation de la médiation. Mais la durée moyenne, c'est 15 heures. Donc, vous voyez, c'est un processus qui est quand même très rapide. Il y a même 47% des dossiers qui vont se résoudre en moins de 10 heures. Donc, c'est un processus qui permet aux entreprises de résoudre rapidement un conflit sans être soumis aux contraintes d'une procédure judiciaire, voire même d'une négociation, où quelquefois la négociation prend du temps parce qu'il n'y a pas, j'allais dire, un maître de cérémonie pour arriver à cadrer le temps de la négociation. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, sur l'issue de la médiation, si vous allez sur la plupart des sites liés à la médiation, la stat qu'on vous donne en général, c'est 70% de réussite, 30% de maintien d'un désaccord. Ça dépend des années. Nous, on fait des statistiques depuis plus de 10 ans, donc c'est vrai que cette moyenne, on la reconnaît. Quelquefois, on a eu des années avec 80% de réussite et 20% de désaccord. Vous voyez, l'année 2018, c'était plutôt 63-37. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous faites l'analyse entre médiation conventionnelle et judiciaire, en médiation conventionnelle, on a un taux d'accord qui est plus élevé. Donc, quand les parties, on est presque à 70%, quand les parties choisissent de recourir à la médiation, eh bien, la solution amiable est plus facilement trouvée que lorsqu'elle est proposée ou imposée par le juge. Slide suivante, s'il vous plaît. Sur les montants en litige, contrairement à ce que l'on peut avoir comme image, la médiation n'est pas dédiée aux petits litiges. Là, Jazia parlait tout à l'heure des petits litiges inférieurs à 5 000 € où maintenant la médiation est obligatoire. La médiation spontanément choisie par les entreprises, elle peut porter sur des litiges à plusieurs millions d'euros, à des dizaines de millions d'euros. On a même eu un litige à 1 milliard d'euros. Donc, je crois que la médiation démontre aujourd'hui qu'elle peut être très efficace et efficiente, même sur des litiges avec des très gros enjeux, voire même quand il y a des litiges aux très gros enjeux, parce que là, les entreprises n'ont pas le temps d'attendre le rythme judiciaire pour préserver la continuité de leur activité. Donc, vous voyez, ça va de litiges de 50 000 € à plusieurs dizaines de millions d'euros, et c'est assez bien réparti. La plus grosse moyenne, c'est 36% entre 150 000 et 1 million d'euros. Slide suivante, s'il vous plaît. En revanche, le coût moyen de la médiation, vous voyez quand même que c'est un coût très maîtrisé puisque le coût moyen est de 6 000 € répartis entre les parties. Là, on parle d'entreprise, hein, donc pour un coût d'entreprise, ça reste vraiment très accessible. Le coût moyen augmente avec la durée de la médiation ou avec l'enjeu du litige aussi. Sur des litiges à très fort enjeu, le temps de la médiation va être plus long, bien sûr, parce que les problématiques sont souvent beaucoup plus complexes. Donc, on peut avoir des litiges qui sont un coût de la médiation qui peut être supérieur à 10 000 € et de quelques dizaines de milliers d'euros, mais ça reste quelque chose de vraiment très accessible par rapport au contentieux, au coût du contentieux en général. Slide suivante, s'il vous plaît. Je crois que j'en ai fini des statistiques. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Une dernière question. Durant la crise sanitaire, donc le Covid-19, j'ai vu que vous aviez proposé un certain nombre de mesures donc, via le CMAP donc, pour permettre aux parties de réaliser des médiations plus facilement. Vous avez, vous, constaté durant cette période, j'imagine, beaucoup l'arrivée de beaucoup de litiges donc liés à la crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Enfin, j'étais curieuse de savoir comment vous avez géré donc cette période. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que les parties au départ et leurs conseils étaient très réticentes à venir, alors de manière globale sur la résolution du litige, une fois que les audiences ont été suspendues ou même que les médiations qui étaient en cours se sont retrouvées arrêtées par la situation sanitaire. Pas mal d'entreprises et leurs conseils ont dit on ne souhaite pas continuer la médiation par des systèmes de visioconférence, on veut continuer à se voir, on va attendre. Et puis comme la crise sanitaire a perduré, les parties ont décidé de tenter la médiation en visio et avec succès, c'est-à-dire que les médiations qui ont été mises en place dans des visioconférences se sont résolues favorablement. Donc ça, c'était plutôt
une surprise pour nous parce qu'on pensait que la visio n'était pas toujours adaptée à la médiation. On n'arrête pas de promouvoir la communication, la relation entre les parties, etc. Mais ça a été plutôt une bonne surprise de voir que la médiation fonctionnait bien en visio. Et là, pendant que je vous parle, on a un webinar organisé par le CMAP avec un médiateur qui fait beaucoup de médiation à l'international, qui est en train d'expliquer que la médiation en visio, c'est formidable. Mais donc, je vous raconte quand je verrai le résumé de son intervention. Mais ça a été plutôt une bonne surprise. En ce qui concerne les litiges liés à la crise sanitaire, c'est un peu tôt pour vous dire si ça va être mis en place dans le cadre de médiation, puisque pour l'instant, je crois que les entreprises reprennent un peu possession de leurs activités et je pense que ça va être un petit peu décalé dans le temps, toutes ces problématiques et tous ces contentieux liés à la crise sanitaire d'ici quelques semaines, voire quelques mois. On a proposé aux entreprises, on a fait une opération de communication en disant pour les petites entreprises, on leur proposait des médiations gratuites. Donc, les médiateurs du CMAP se sont tous proposés pour le faire, en proposant aux petites entreprises pour des litiges de jusqu'à 50 000 euros la mise à disposition d'un médiateur. Donc, on a fait de la communication là-dessus. On a eu beaucoup de questions. Et là encore, depuis qu'on avait dit qu'on ferait ça que pendant la crise. Et les conflits, ils arrivent maintenant. Donc, les entreprises nous appellent maintenant et on répond positivement sur cette typologie de litige. Voilà. Donc, je pense que la crise a créé aussi une nouvelle vision de la médiation, à la fois en présentiel parce que ça va permettre de ne pas attendre les délais des procédures judiciaires qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, risquent d'être très longs. Et ça permet aussi de s'approprier le processus dans un système de visio qui n'était pas jusqu'à présent la norme. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pu se connecter durant les 15 premières minutes que vous avez à votre disposition une fenêtre de chat et que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions et qu'on les prendra donc à la fin de cette session. Maintenant, en ce qui concerne le processus de conciliation, donc je vous le disais, la conciliation est définie comme la médiation par les mêmes dispositions du Code de procédure civile. Pour vous donner un peu une idée de la façon dont la conciliation va être ordonnée, elle s'inscrit surtout pour moi dans un cadre judiciaire, c'est-à-dire que les conciliateurs de justice d'abord qui sont installés auprès de certaines juridictions donc sont disponibles pour permettre aux parties de régler amiablement le litige et on a également une pratique très importante de la conciliation au sein du tribunal de commerce, au sein des tribunaux de commerce même, via donc les anciens juges rapporteurs de tribunaux qui sont les conciliateurs présents au sein de chaque tribunal et souvent dans les procédures au commerce. Donc lorsque vous voulez régler amiablement ce litige, donc vous aurez la possibilité soit de le soumettre donc au conciliateur du tribunal de commerce, soit effectivement de recourir à la médiation via un organisme extérieur. Alors, comme je vous le disais, donc la conciliation, le conciliateur dans ce type de procédure est davantage en situation de suggérer une solution aux parties. Il est beaucoup plus dirigiste et dans certaines situations, ça peut avoir son avantage. Dans d'autres, il peut être intéressant de sortir le litige de son cadre judiciaire donc pour avoir plus de marge de manœuvre. Donc, le conciliateur, il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige. Donc, comme je vous le disais, le conciliateur s'inscrit davantage dans une démarche de suggestion de la solution. Il y a un statut créé donc, par la loi pour les conciliateurs de justice. Ce sont des auxiliaires de justice donc assermentés qui exercent la mission de conciliation du juge sur délégation de ce dernier, étant rappelé en effet que le juge, parmi ses missions, a également celle de concilier. La conciliation est également confidentielle. Et en cas d'accord, lorsque la conciliation a été ordonnée par le juge, il en est informé par écrit et il peut homologuer l'accord pour lui conférer la force exécutoire. Et bien sûr, en l'absence d'accord, la procédure judiciaire reprend son cours. Donc, bien souvent, donc, la conciliation, elle va être ordonnée donc, sur suggestion du tribunal ou
du juge des référés, par exemple, aux parties, et lorsque les parties donc acceptent la proposition de conciliation qui leur est faite par la juridiction, elles vont rencontrer le conciliateur de justice, souvent dans les locaux du tribunal. C'est le cas à Nanterre, c'est le cas à Paris. Vous êtes donc avec la partie adverse et donc cet ancien juge rapporteur dans un bureau du tribunal, ce qui, encore une fois, peut présenter ses avantages dans certaines situations, notamment lorsque vous êtes en quelque sorte la victime et que vous souhaitez que le conciliateur mette un peu sa casquette d'ancien juge rapporteur. Et souvent, c'est ce qui arrive. Hein, le conciliateur dit: ah ben moi, si j'avais été chargé de cette affaire, voilà comment j'aurais jugé ce dossier. Donc, à vous, je vous conseille de réduire vos prétentions, et à vous, je vous conseille d'augmenter la proposition que vous faites. Donc voilà, on est beaucoup plus pris en main par le conciliateur que dans le cadre de médiation, ce qui, encore une fois, peut présenter des avantages et des inconvénients en fonction de la nature du litige. Cela étant, cette description que je viens de vous donner donc, correspond donc, à la conciliation judiciaire classique, mais aujourd'hui, on constate qu'il y a un certain nombre d'initiatives donc, pour proposer des conciliations aux parties hors cadre judiciaire, et je pense notamment à ce mécanisme de règlement amiable des litiges qui est proposé depuis par la CNEGITA. Et je donne donc maintenant la parole à Eric Parize, expert près la Cour d'appel de Versailles et membre de la CNEGITA, pour nous parler de cette innovation. C'est à vous, Eric. Merci, Jazer. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc moi je suis expert, je ne suis pas du tout juriste comme les précédents intervenants. Et en fait, ce produit, qui est l'expertise conciliation, la CNEGITA, est un produit tout nouveau qu'on est en train de lancer, donc c'est vraiment une primeur qu'on fait là. Et je vais d'abord vous expliquer comment c'est venu. En fait, c'est venu d'un petit groupe d'experts qui sont aussi médiateurs. Je suis aussi médiateur d'ailleurs, et qui a trouvé qu'il manquait en fait quelque chose entre l'expertise judiciaire proprement parlée et la médiation. L'expertise judiciaire est assez rigide, lourde, et la médiation s'accommode mal de litiges dont le fond technique est assez important. On va pas Donc, du coup, on a imaginé en fait un mécanisme qui permette d'essayer d'aider les entreprises à résoudre leur contentieux sur des problématiques. Alors, ça s'applique uniquement dans le domaine de l'informatique et du digital. Donc, c'est pas. Après, peut-être que d'autres compagnies d'experts pourront s'inspirer de ce qu'on a fait pour l'étendre à d'autres techniques. Mais toujours est-il, c'est le principe, ça ne s'applique, ce que fait la CNEGITA, qu'à ces technologies-là. Donc, le point très important, c'est qu'on a voulu créer un cadre qui soit donc une procédure conventionnelle et codifiée. Donc et du coup, on se rattache aux mêmes articles que la médiation, que la convention, que la conciliation du Code de procédure civile à les 1530 et suivants. On a toutes les possibilités aussi de suspendre les délais de la même manière. Donc, on est donc dans ces cadres de résolution, effectivement, à l'amiable des conflits, mais dans une logique purement conventionnelle. Du coup, alors, qu'est-ce que propose la CNEGITA dans ce cadre-là? La CNEGITA a édicté et a mis au point un règlement donc, qui régit le fonctionnement de ces expertises conciliation. La CNEGITA aussi tient une liste des experts conciliateurs. Donc ça assure aussi la qualité des experts conciliateurs qui seront amenés à intervenir sur des missions d'expertise conciliation. Bien sûr,
toutes les obligations de confidentialité, d'impartialité, d'indépendance doivent être requises de la même manière que ça se passe dans une expertise, en fait. L'autre point qui était important dans les piliers en fait, de cette expertise conciliation, c'est la lettre de mission. Et là, c'est un petit peu différent de ce qui peut se passer, par exemple, dans des expertises amiales. La lettre de mission est à la fois mise au point, signée par les parties et par l'expert conciliateur qui aura été choisi par les parties. Donc, c'est un engagement de l'ensemble des parties au litige et de l'expert conciliateur sur la façon dont on va s'y prendre pour mener à bien l'expertise conciliation. Et bien sûr, tout ça est couvert par les règles de déontologie de la CNEGITA, qui reprennent bien sûr toutes celles de la CNCEJ, mais va un peu plus loin sur un certain nombre de cas pratiques et avec une commission de déontologie qui permet aussi d'être le gardien de cette déontologie. Donc ça, je vais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça, mais je serais ravi de répondre à vos questions. Donc, je vais essayer de faire le déroulement d'une expertise conciliation et puis d'insister sur quelques points qui la différencient de l'expertise judiciaire ou de la médiation. Donc, tout d'abord, donc cette lettre de mission, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette lettre de mission, donc elle est faite avec l'expert et l'objectif, c'est d'aider les parties à résoudre leur litige le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une recherche permanente d'adaptation des moyens d'investigation et des moyens mis en œuvre pour aider à résoudre le litige avec l'importance du litige, l'importance des préjudices allégués par les uns ou par les autres. C'est cette efficience et l'objectif, c'est comme dans une médiation, de sortir en gagnant-gagnant, c'est-à-dire que chaque partie, que ce soit le fournisseur ou le client, si on fait un cas simple à deux parties, ressortent de cette procédure en ayant le sentiment d'avoir eu un bon accord. Donc ça, c'est la finalité, c'est l'objectif. Donc, au début, l'expert conciliateur va pouvoir investiguer, mais il va essayer avec les parties, bien sûr. Donc, tout doit se faire en transparence totale et avec les parties. Il va essayer de limiter le champ des investigations à l'essentiel. C'est-à-dire que contrairement à une expertise judiciaire où chaque partie va essayer de mettre plein de griefs en se disant on ne sait jamais, ça ne peut pas faire de mal d'allonger la liste des griefs, là, l'idée, c'est de réduire les griefs à l'essentiel du litige pour pouvoir aller plus loin sur l'investigation technique. Et comme l'expert a signé cette lettre de mission avec les parties, si jamais, chemin faisant, on se rend compte qu'il faut peut-être regarder quelque chose qu'on n'avait pas prévu au départ, ou ne pas regarder quelque chose qu'on avait prévu mais qui s'avère sans intérêt, donc il y a une très grande souplesse de faire des avenants à cette lettre de mission. On n'a pas besoin d'aller voir le juge du contrôle, d'attendre une audience et tout ça. Donc, tout se passe de façon très, très simple et très souple. C'est complètement à la main des parties et de l'expert conciliateur, puisqu'on est dans une procédure totalement conventionnelle. L'autre point aussi qui est important, c'est que le contradictoire est limité. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver effectivement comme dans une médiation avec des logiques d'aparté, ça, il n'y a pas de souci. On peut aussi se retrouver dans des cas où l'expert conciliateur va faire des investigations
auprès d'une partie, pas forcément avec la présence de l'autre, mais tout ça en parfait et toujours en accord avec l'ensemble des parties. C'est-à-dire qu'il y a une transparence totale des actions qui sont menées par l'expert conciliateur dans cette affaire-là. Et une fois ces investigations menées, ce qui va être important, c'est que l'expert conciliateur donne son avis sur le fond du litige, sur le fond technique essentiellement, voire aussi sur l'importance des préjudices réels qu'il a pu voir en fonction par rapport au préjudice qui aurait pu être allégué au départ. Donc, sur l'origine, donc il va donner son avis sur l'origine, la cause des désordres et par rapport aux allégations de départ de chacune des deux parties. Donc, ça, si on reprend un peu le processus de médiation, c'est quelque chose qui, pour nous, aide les parties à se mettre d'accord sur le désaccord, en fait. Parce que quand il y a un fort enjeu technique, on a au départ deux visions complètement opposées et différentes du problème technique tel qu'il est apparu. Et c'est là qu'il y a besoin effectivement d'un expert qui maîtrise le sujet pour aider les parties à se mettre d'accord sur le désaccord. Alors, une fois que ceci est fait, à ce moment-là, on redescend dans la même logique qu'on va trouver dans une médiation, à part que là aussi, c'est l'expert conciliateur qui va mener les débats, qui va essayer de proposer des remédiations, des façons de résoudre les problèmes, ou d'avancer pour sauver le projet. Ça dépend à quel stade on est du projet en fonction du litige qui est concerné. Donc là aussi, on a besoin d'input d'un expert qui connaît les problèmes et qui comprend les problèmes rencontrés sur un plan technique pour imaginer des solutions de remédiation et aider les parties à trouver un accord. Donc ça, franchement, c'est le principe. Alors, je vais juste aussi ajouter quelque chose. Donc, comme on est toujours dans un système purement conventionnel, on est libre de dire est-ce qu'on fait des écrits, est-ce qu'on fait des réunions, est-ce qu'on fait des rapports, pas de rapports, des comptes rendus, etc. Donc, c'est à la main des parties et de l'expert conciliateur de se donner le formalisme qu'ils souhaitent ou qu'ils ne souhaitent pas, de manière à être le plus efficace par rapport et le plus efficient dans la résolution du litige au profit des différentes parties qui sont prenantes à ce litige. Donc voilà, alors je ne sais pas combien j'ai mis de temps, mais Merci Eric, c'était pendant bien longtemps, mais voilà, j'ai essayé de dire l'essentiel en le moins de temps possible, mais à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup Eric. Cela nous donne effectivement des idées pour tous ces litiges dans lesquels on est effectivement confronté aux lenteurs que vous avez décrites, notamment en procédure judiciaire et avec des fois des griefs qui s'accumulent, alors qu'en réalité, on devrait travailler de manière beaucoup plus légère et agile, et ce, dans l'intérêt de toutes les parties. L'expertise conciliation que vous décrivez, je pense qu'elle a tout à fait vocation à se développer, en particulier, et j'en parlerai après rapidement, lorsque l'on voit comment se développe aujourd'hui l'acte de contresigné d'avocat avec la possibilité de recourir donc à un expert judiciaire dans le cadre de la procédure participative. Une autre initiative rapidement, merci beaucoup Eric encore une fois pour ces précisions, donc c'est celle de la tierce conciliation qui a été créée par Paris Place de Droit pendant le confinement. Donc c'est véritablement un hôpital de campagne créé donc à l'initiative du tribunal de commerce par le Cercle Montesquieu, l'Association française des juristes d'entreprise ainsi que l'association Paris Place de Droit. Donc un hôpital de campagne parce qu'il n'a pas vocation à durer, mais l'idée c'est de pouvoir soumettre
votre litige, donc avec la partie adverse, via une plateforme sécurisée qui est hébergée par le barreau de Paris, donc le soumettre à des conciliateurs, donc des tiers conciliateurs, ils sont 70 au total, des directeurs juridiques, des avocats, des juges, ainsi qu'un huissier de justice, donc qui seront volontaires pour aider les entreprises, et ce, de manière gratuite, à envisager comment les choses se présentent. C'est véritablement une espèce d'antichambre. Au bout de quelques heures de réunion, si les conciliateurs s'aperçoivent que les parties n'avancent pas, qu'il n'y a pas de réelle volonté, et dans ces cas-là, bien sûr, ils mettent fin aux réunions et le cas échéant, ils leur recommandent donc, la voie judiciaire la plus appropriée. Donc, c'est vraiment une excellente initiative donc, de toute la famille du droit donc, pour permettre aux parties de comprendre un peu comment régler leur litige. Donc Paris, place de droit, la plateforme des tiers conciliateurs. J'en viens maintenant, et nous sommes très en retard, au dernier sujet, à la procédure participative, qui pourrait nous occuper pendant des heures et des heures. Tant c'est un mécanisme riche qui permet aux parties véritablement de gérer leur litige dans un cadre sécurisé et éventuellement ensuite de gérer leur mise en état. D'abord, une toute petite précision, la procédure participative, ce n'est pas le processus collaboratif qui est inspiré du droit collaboratif nord-américain. Dans le droit collaboratif, donc les avocats sont tenus de se désengager de la procédure dès lors que l'une des parties auront le pacte. Elles ne peuvent pas ensuite les représenter dans un contentieux judiciaire. Et surtout, donc tout est confidentiel. On ne retrouve pas cela dans la procédure participative, donc qui existe dans notre droit depuis 2010. Alors, la procédure participative, c'est plutôt un moyen de mettre en état le règlement d'un différend dans le but de le régler donc, amiablement, ou sinon de faciliter son règlement rapide devant la juridiction judiciaire. La procédure participative va être très utile dans le cadre des litiges qui sont en train de naître, notamment, je pense, en matière d'imprévision et de force majeure. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté au webinaire du 20 mai, je pense que vous avez compris en écoutant Géraldine que la théorie de l'imprévision telle qu'elle existe aujourd'hui dans notre code civil est compliquée à mettre en œuvre avec un mécanisme en plusieurs étapes qui fait qu'il y a de fortes chances qu'on se retrouve à un moment donné devant le juge et dans des conditions qui ne seront pas forcément favorables ni à l'une ni à l'autre partie. Ce qu'on peut d'ores et déjà envisager aujourd'hui, c'est pour les futurs contrats de prévoir des clauses de procédure participative. Rien n'empêche de prévoir dès maintenant contractuellement d'y recourir en cas de litige, notamment sur ces sujets-là de force majeure et d'imprévision. Comme pour les autres clauses de règlement amiable, la procédure participative peut être convenue contractuellement par avance. Et bien sûr, maintenant, si vous êtes dans cette situation, recourir à une convention de procédure participative vous permettra d'encadrer les discussions et de ne réserver l'usage au juge, le recours au juge que pour les questions véritablement juridiques qui sont essentielles, et de vous mettre d'accord donc sur tous les autres points. Donc la convention de procédure participative, c'est un contrat solennel qui doit être écrit sous peine de nullité. Donc, comme je vous le disais, elle peut se dérouler en deux temps. D'abord, une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, et puis en cas d'échec, une procédure aux fins de jugement qui permet la mise en état par la partie de leur litige. Pendant très longtemps, on n'a pas eu de juge de la mise en état, donc on peut tout à fait envisager aujourd'hui de saisir un juge, mais d'organiser conventionnellement la mise en état de ton litige. L'idée aujourd'hui vraiment qui est insufflée par les réformes, c'est que, et en particulier par les mécanismes d'incitation à la procédure participative, c'est que la date du jugement ne doit pas être déterminée par la mise en état. C'est la mise en état qui doit être déterminée par la date à laquelle on va rendre le jugement. Et ce, bien sûr, dans un objectif de célérité et de bonne administration de la justice, mais également dans l'intérêt des parties. Alors, il faut savoir donc que dans la procédure participative, je vous le disais, les parties ne s'engagent pas à la confidentialité, sauf accord contraire. Et en cas d'accord, donc le juge est réduit à garantir la bonne exécution de la convention.
Donc les parties, bien entendu, comme pour la médiation et la conciliation, conservent leur droit d'action en justice et les délais de prescription sont suspendus, donc à compter de la conclusion de la convention, étant précisé, comme pour la médiation et la conciliation, qu'en cas d'échec, le délai de prescription va recommencer à courir à la fin de la procédure, mais ne pourra être inférieur à 6 mois, ce qui laisse un petit peu de temps et permet donc aux parties d'envisager les choses sereinement. Alors, aujourd'hui, donc je vous le disais, c'est un outil en développement puisque on peut y recourir à tout moment de l'instance, alors qu'auparavant c'était limité aux hypothèses dans lesquelles le juge ou l'arbitre n'avait pas encore été saisi. Et aujourd'hui, donc il y a une forte incitation des pouvoirs publics à y recourir puisque désormais le juge de la mise en état va pouvoir demander aux avocats à chaque audience s'ils souhaitent recourir à une convention participative de mise en état, étant précisé que l'actuel président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, qui était auparavant au tribunal judiciaire de Créteil où il a développé une unité de mode amiable des règlements des litiges, donc a indiqué à plusieurs reprises qu'il allait vraiment pousser très fortement ce mécanisme via bien sûr les magistrats, mais également via les avocats. Donc, il faut savoir également que la conclusion de la convention interrompt l'instance et le délai de péremption et qu'elle fait partie donc la conciliation et la médiation, elle fait partie des modes amiables de règlement des litiges dont les parties peuvent justifier lorsque cela est obligatoire. Alors, une précision peut-être qui est importante, c'est que lorsque l'on recourt à la procédure participative, l'on renonce à soulever des incidents de type exception de procédure, exception de nullité, etc. Et le cas échéant, lorsque on le fait, cela est une cause d'extinction de la convention. Donc, c'est un mécanisme qui permet vraiment aux parties de se concentrer sur l'essentiel, je vous le disais, et donc en renonçant notamment à soulever toutes ces exceptions qui font le bonheur de certains avocats, mais encore une fois, pas forcément celui des parties qui ont un intérêt à trouver très rapidement une solution. Alors, sur les avantages de la convention donc elle-même, je vous le disais, donc les parties se réapproprient aussi bien le litige que la mise en état de leur dossier. Cela permet une maîtrise des délais et des coûts procéduraux puisque la convention doit préciser son terme, étant précisé qu'en arbitrage, souvent, l'instance est également fixée et ça pose pas de problème. Donc, pour ceux qui pratiquent l'arbitrage, on peut vraiment s'inspirer de la façon dont une instance arbitrage se déroule avec la fixation dès le début des délais dans lesquels les parties vont conclure, vont faire appel à des experts, vont déposer les témoignages éventuellement. Donc, ça permet de recentrer l'office du juge sur les pures questions de droit résiduel, je vous le disais, et également, surtout, de faire avancer les dossiers, même quand les juridictions sont fermées. Étant précisé qu'à Paris, donc, certaines dates de plaidoirie vont être réservées aux litiges dans lesquels une convention de procédure participative de mise en état est conclue, c'est-à-dire qu'on va avoir un délai d'1 an pour faire sa mise en état, et à l'issue, d'ores et déjà, on sait que l'on va plaider le dossier à une date certaine. Donc, les dates sont réservées et il ne sera pas nécessaire de retourner voir le juge une fois qu'on aura fini sa mise en état pour obtenir une date de plaidoirie, ce qui n'aurait pas de sens. Une innovation procédurale très importante pour finir, c'est la possibilité, dans le cadre de la procédure participative ou en dehors également, de réaliser via l'acte d'avocat un certain nombre de mesures et notamment la consignation des auditions des parties, la désignation d'un technicien qui pourrait être par exemple un expert judiciaire en informatique si on a des difficultés dans un type de projet. On peut également imaginer donc dans le cadre de la procédure participative et l'acte contresigné, donc le recours à un expert conciliateur. Donc aujourd'hui, on a une grande liberté qui est offerte par les dispositions du Code de procédure civile pour organiser hors le tribunal sa mise en état, organiser son litige dans des conditions sécurisées pour les parties. Et dans le contexte que j'ai décrit en introduction, il est important que l'on se saisisse de ces mécanismes, y compris dans des domaines dans lesquels aujourd'hui ils ne sont pas du tout ugités, parce qu'il faut savoir que la convention de procédure participative elle est beaucoup utilisée par le barreau famille, pas beaucoup dans le domaine des affaires, mais il n'y a pas de raison que nous ne nous en saisissions pas.
J'en ai fini avec la conciliation. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pu accéder au début du webinaire, donc en particulier n'ont pu entendre donc, les propos introductifs, sachez que ce webinaire a fait l'objet d'une captation et que donc vous pourrez le consulter de nouveau via le lien qui vous sera adressé en même temps que les slides. Nous sommes maintenant à votre disposition avec Sophie et Eric pour répondre à vos éventuelles interrogations. Si vous en avez, n'hésitez pas sinon à nous les adresser par email après ce webinaire. Je crois que les difficultés de connexion ne sont pas résolues sur le plan des questions. Donc dans la mesure où il est d'ores et déjà 11h05, je vous propose donc de terminer cette session. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire, qui clôt donc la série de webinaires organisés par Géraldine Arban et Stéphane Lorich, destinés à vous aider dans la gestion de vos négociations durant la présente crise sanitaire. Un grand merci encore une fois à Sophie Henry et Eric Paris donc, de nous avoir exposé les solutions proposées par le CMAP et la CNEGITA. Et j'espère que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pratiqué l'un ou l'autre de ces modes amiables de règlement des litiges, vous aurez désormais donc ces solutions à l'esprit et à tout le moins que nous aurons suscité votre intérêt. Donc comme je vous le disais, les slides ainsi que la captation du webinaire vous seront adressés par email et nous restons, Sophie, Eric et moi-même, à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Et encore navré pour les difficultés techniques de connexion.